et bienvenue à ce 4e épisode de Manger les riches. J'aime ça. À toutes les fois que je pars un épisode, Colin sourit parce que je dis tout le temps la même chose sur le même ton. et on en fait 2 par jour. Oui. Fait que oui. Colin, j'ai une confession Tesla, à te faire. oui. Je t'ai menti. On va pas parler de Tesla. Oui, on va parler de Tesla, mais à la fin du dernier épisode, je t'ai dit qu'on commencerait en parlant de Tesla. Et j'ai menti. Parce que je vous propose, mais je pense que vous allez être contents si vous nous écoutez. Avant qu'on se lance dans Tesla, ça va être un gros épisode aujourd'hui parce qu'on va parler de ses enfants. OK. Fait que ça va être un programme double. Les enfants d'Elon Musk et Tesla. C'est quand même pas si pire, Ça non? me semble 2 gros chapitres. Je suis surpris que que ça soit dans le même épisode. Je pense que l'épisode 4, ça va être l'épisode qu'on va se mettre aux oliviers, Colin. Puis là, c'est bon parce que si on le fait pour vrai, les juges vont nous écouter, ils vont être comme « Ah, il avait collé en plus, tu perds de... » C'était prévu, là, oui. Très hâte de perdre contre les pires moments de l'histoire en 2026. Voilà, donc, est-ce que tu es prêt à te lancer sur les enfants d'Elon Musk? Oui. Hey, c'était pas amer en passant, j'adore les pires moments de l'histoire, là. C'est super bon. Là, oui, non, c'est juste qu'il gagne à chaque fois. Donc, les enfants d'Elon Musk, c'est un gros dossier quand même. T'es connais un peu? Ou je connais juste sa fille, en fait, qui est relativement connue, avec qui il a coupé les ponts. Ah, j'ai tellement hâte de vous parler de Viviane. Mais c'est le seul enfant. Sinon, à part ça, je connais les enfants, le nom de ses enfants avec Grimes, puis je sais qu'il y en a genre 8 en tout, mais c'est tout ce que je sais. Il y en a plus que 8. Fait que déjà, je pense que tu vas apprendre quelque chose. Mais là, avant de commencer, en fait, je veux juste préciser, je vous parle des enfants qu'il y a au moment où on enregistre ces lignes. Oui, ça se peut qu'il y en ait des nouveaux depuis que ça... Ouais. À la vitesse qui pop des enfants, ça se peut qu'il y en ait 8 de plus le temps que ça sorte. Puis il y en a toujours 3 en roulement en même temps parce qu'il est fait avec plusieurs femmes. Il est toujours sur le rond, ouais. Puis en fait, j'ai écrit cette phrase-là en disant, je vous dis les enfants qui ont au moment d'enregistrer et tout ça. Puis quand j'ai écrit cette phrase-là, je suis retourné googler le nom de ses enfants parce que je voulais approfondir certaines infos. Et littéralement 10 minutes après que j'ai écrit la phrase, il y a un article qui venait de popper comme quoi il y avait un 14e enfant. Donc, ça a passé proche d'être déjà pas à jour avant qu'on enregistre. Quand même. Donc, écoute. Pas qu'il attendait un 14e enfant, qu'il y avait eu. Il y avait eu la un naissance. 14e enfant. Okay. Voilà. Fait que, au moment où je vous parle, il y a 14 enfants. Mais peut-être qu'au moment où vous allez l'écouter, il va en avoir 17, 18, qui sait. Donc, pourquoi Elon Musk a tellement d'enfants? C'est la première question qu'on va se poser. Il fait partie d'un mouvement qui s'appelle Pro-Nataliste. C'est un club non officiel, là. Je veux dire, il n'y a pas sa carte de membre des pro-natalistes. Mais c'est un club duquel fait aussi partie J.D. Une carte fidélité, en fait. Exact. Après 10, t'as quelque chose quand t'es pro-nataliste. Il y a un Christy de bon prix chez Costco. Les pro-natalistes, c'est ça. J.D. Vance aussi se réclame des pro-natalistes. En fait, pour eux, le déclin du taux de natalité, c'est une menace pour la société. Des blancs, en fait. Faut préciser, parce que c'est tout le temps ça, le dit jamais sous-entendu. Sous-texte, oui. Il faudrait que les blancs fassent plus d'enfants, c'est souvent ce qu'ils disent. La raison que Musk donne, lui, c'est qu'il y a moins d'humains, moins il y a d'humains sur Terre, plus la somme totale d'intelligence humaine est petite par rapport à l'intelligence artificielle, et plus l'intelligence artificielle va surpasser les humains rapidement. OK, je savais pas qu'il faisait un parallèle avec la menace de l'AGI. OK. Ouais, pour lui, c'est genre plus vite, plus on a d'enfants, plus il y a des humains, plus il y a d'intelligence humaine, plus ça va prendre de temps l'intelligence artificielle pour nous dépasser. Ce qui me semble complètement absurde parce que ça se développe à un rythme exponentiel contrairement à l'intelligence d'enfant. On pourrait juste choisir d'arrêter de développer l'intelligence artificielle. On pourrait aussi, oui, c'est ça. Mais bon. Donc, pour lui, avoir des enfants, c'est une protection pour l'humanité et comme vous allez voir, c'est la seule protection qui l'intéresse d'ailleurs. Des personnes un peu moins bien intentionnées pourraient peut-être dire qu'un taux de natalité élevé, ça fait plus de travailleurs, plus de consommateurs et moins de femmes libres qui ont le temps de s'occuper à d'autres activités que les tâches ménagères et l'élevage des enfants, mais écoute, moi je suis pas une personne mal intentionnée, je dirais pas ça. T'es pas cynique comme non, ça. Non, c'est ça. D'ailleurs, Colin, je te félicite, 3 parents pour un seul enfant. T'es le cauchemar d'Elon Musk. Je sais, c'est vraiment pas dans la bonne direction. Hein. Bon, lui, c'est ça. Donc, il dit que c'est pour se protéger contre l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il y a surtout un kink de reproduction, mais ça, j'ai pas de preuves. Alors, c'est juste une théorie. S'il vous plaît, Monsieur Musk, ne me poursuivez pas. Alors, on se lance. Assez parler des kinks de reproduction d'Elon Musk. On va parler de ses enfants. Et on commence avec l'enfant numéro 1, Nevada Musk. C'est plate qu'on soit pas un podcast. J'aime quand on va être rendu genre au 6e, tu vas dire enfant numéro 6 qui s'appelle enfant numéro 6. Donc l'enfant numéro 1, c'est Nevada Musk. Puis là, on dirait que je suis comme au moment où c'est plate qu'on soit un podcast, c'est pas la radio commerciale. On pourrait avoir un effet sick, genre enfant numéro 1, mais je suis pas assez bon en montage pour le faire. Je ferai pas de joke sur Nevada Musk parce que son histoire est super triste et même si j'ai très peu de respect pour Elon Musk, je trouve pas que c'est un sujet super drôle. Nevada est né en mai 2002.
juste au moment, en fait, où Elon lançait SpaceX. Sa mère, c'est Justin Wilson. Et ils ont décidé de l'appeler Nevada parce que c'est là qu'il a été conçu pendant le festival Burning Man. Je te le rappelle, Elon est un grand fan de Burning Man. Oui. Qui l'eût cru? Qu'un milliardaire sur la kétamine trip sur Burning Man. Allegedly, encore une fois, je ne sais pas s'il est vraiment sur la kétamine. J'ai entendu des avocats faire des crises cardiaques pendant que je disais ça. Alors, pourquoi je dis que l'histoire de Nevada est triste? Parce que à 10 semaines, Nevada est décédée du syndrome de la mort subite du nourrisson. Je sais pas si tu es familier un peu avec ça. Si je suis familier, c'est ma phobie depuis maintenant 8 mois. Voyons donc. Je comprends. Donc, si vous connaissez pas, en fait, à la maison, le syndrome de la mort subite du nourrisson, c'est un syndrome qui est inexpliqué encore aujourd'hui, où des bébés meurent dans leur sommeil sans cause apparente, et c'est la cause principale de décès chez les nourrissons en Occident. Ça toucherait entre un enfant sur 1000 et sur 10 000 à peu près. Donc, c'est ça. L'enfant s'est juste endormi et jamais réveillé. On comprend pas pourquoi. Et Elon considère ça comme une des plus grandes tragédies de sa vie, ce qui est tout à fait compréhensible. Et là, on dirait que j'ai soudainement de l'empathie pour Elon Musk. Fait qu'on va passer à l'enfant numéro 2. Mais en fait, j'ai les enfants, c'est l'enfant numéro 2 et 3 parce que c'est des jumeaux. Griffin et Viviane Musk. Fait qu'on arrive très vite à ma préf. Après le décès de Nevada, Justin et Elon ont décidé d'avoir leurs enfants suivants par fécondation in vitro. Selon Justin, ça s'est passé super vite. Elle dit on avait de la difficulté à naviguer le deuil de notre premier enfant et on a voulu avoir d'autres enfants pour pas trop y penser. Comme ça arrive souvent avec des fécondations in vitro, ils ont eu des jumeaux en 2004, Griffin et Viviane. Griffin apparemment est plutôt discret. On sait qu'il est excellent en maths et en sciences et que ce serait un des enfants les plus sociables de la fratrie des enfants Musk. Viviane est plus connue pour une raison assez évidente. Tout d'abord, c'est une femme trans. Par respect, je vais pas dire son dead name, là, mais même si Elon, lui, se gêne pas pour le tweeter allègrement. Mais je vais quand même dire que la tendance d'Elon Musk à donner des noms bizarrement geeks a commencé avec elle. Son dead name, si vous le connaissez, a pas l'air si weird, mais quand tu sais qu'il l'a donné en l'honneur d'un des X-Men, tu comprends que c'est le début d'une longue série. Viviane, en plus d'être trans, est apparemment très à gauche. Elon l'a qualifié publiquement de communiste qui s'est fait laver le cerveau par les universités. Je sais pas si elle est vraiment communiste, mais une chose est sûre, elle a pas peur de critiquer publiquement sa famille, à commencer par Elon lui-même. Et Est-ce qu'elle est encore en contact avec son frère jumeau? C'est pas clair. Okay. Je sais pas si elle parle encore à ses frères. Selon le livre, des Actions était quand même en contact avec le reste de la famille, qu'elle parlait à Grimes quand même relativement régulièrement. Viviane en parle très peu, si c'est le cas. C'est possible. On remarque que ça se peut qu'elle ait gardé une certaine dimension de vie privée aussi là-dedans. Puis tout le monde est tout le temps en chicane légale aussi là-dedans. Fait que ça se peut qu'elle veut pas mettre plus de troubles qu'il en faut. Oui. Mais une chose est sûre, Elon, elle lui parle plus. Après la sortie de la biographie des Actions, d'ailleurs, elle a détesté cette biographie-là. Elle a dit que c'était un puff piece répuyant qui faisait d'elle la vilaine qui a transformé Elon en ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui est un peu vrai. D'ailleurs, tout le long, Isaacson... Parce qu'il disait... Parce que c'est quoi? C'est comme le traumatisme de sa transition qui aurait rendu... Ouais. Ça serait un des facteurs qui l'aurait... Qui fait qu'il est devenu anti-woke, genre. Exact. Okay. Je pense que c'est probablement un peu vrai. Ceci étant dit que ça a été pour lui un traumatisme qui l'a poussé à droite, mais je pense aussi que si le fait que ta fille... te dévoile qu'elle est trans, ça te pousse à appuyer un gouvernement fasciste et à renier les droits des minorités. Sans dire plus long. Peut-être des petites tendances problématiques à la base. Sans dire plus long sur toi que sur ta fille, là. Tout le monde réagit pas de la même façon. Donc, c'est ça. Elle a détesté. Et puis, d'ailleurs, tout le long dans la biographie, c'est super weird, il l'appelle Jenna, qui est son deuxième prénom, mais elle a choisi d'être appelée Viviane. Fait que je sais pas pourquoi il insiste pour son deuxième prénom, mais qu'elle a choisi. Son deuxième prénom choisi. C'est vraiment étrange. Mais en tout cas, il choisit vraiment, puis elle est comme non, mais tout le monde m'appelle Viviane, je veux être appelé Viviane, et jamais il l'appelle Viviane dans tout le livre. C'est vraiment une drôle d'affaire que j'ai pas compris. Voilà, donc assez qu'au début, quand j'ai commencé à écrire le chapitre, j'étais comme ah ok, il y a deux filles trans. Ben, ça parlait de Viviane puis de Jenna. Maintenant j'ai fait non, Viviane c'est Jenna, c'est super weird, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais il alterne entre les deux noms? Non, il parle juste de Jenna. De Jenna, mais moi après ça, j'entendais parler de Viviane évidemment dans les médias, puis j'étais comme quoi? Pourquoi personne parle de Jenna? Et là, j'ai fait la vie. Voilà, donc c'est très bizarre. Puis elle a aussi profité dans ces entrevues-là, suite à la sortie du livre, pour décrire Elon comme un père absent qui faisait tout pour abuser d'elle psychologiquement les rares fois qu'il était présent. Et là, je sais, tu te dis, le gars qui est PDG de 5 compagnies, qui a 14 enfants et pas un père super présent, qui l'eût cru. Et qui répète les patterns de son propre père. Oui. Hey, je tombe vraiment des nues sans arrêt dans cette... Je sais pas si on peut croire Viviane. Donc, elle a fait une sortie récemment sur Threads où elle dit que son père, selon elle, en fait, qu'une des raisons pourquoi son père est anti-trans à ce point-là, c'est que lors des fécondations in vitro, il a payé pour avoir des garçons, mais qu'elle était trans.
Donc, d'une façon, il n'a pas eu la marchandise pour laquelle il a payé. C'est son analyse. Est-ce que c'est vraiment ça? Ben, c'est très... la symbolique est forte, genre. La symbolique est intéressante. Mais... elle s'en est aussi pris à son grand-père Errol en le traitant de raciste et de groomer. Ça lui faut au moins ça en commun avec son père. Les deux trouvent qu'Errol est un groomer. Et tu sais, quand je t'avais dit, dans les premiers épisodes, je t'ai dit, en fait, dans le premier épisode, je t'ai dit, éventuellement, je vais te révéler pourquoi Elon Musk est plus du tout en contact avec Errol. Ben, on y arrive. C'est le grand moment. C'est une relation qui est pas simple, là, Elon et son père. C'est clair que c'est un père abusif, responsable de beaucoup des cicatrices psychologiques qu'Elon traîne. Mais en même temps, Elon, à plusieurs moments dans sa vie, a essayé quand même d'y faire une place dans sa vie. En 2002, après la mort de Nevada, leur premier fils, Errol est venu visiter Elon avec sa femme à l'époque et la fille de cette femme-là qui s'appelait Jana. Errol élevait Jana, depuis qu'elle avait 4 ans. Et au moment, en 2002, elle en avait 15 quand ils sont venus aux États-Unis visiter Elon. Et Elon la considérait comme sa demi-sœur, même si techniquement, ils partageaient pas le même sang, tu sais, c'est ça, son père l'élevait comme sa fille depuis qu'elle avait 4 ans, fait qu'il la considérait comme sa demi-sœur. Et Errol est resté un certain temps aux États-Unis après cette visite-là, tu sais, il a passé quelques semaines, c'est pas quelques mois aux États-Unis. Mais Elon trouvait que la relation entre Errol et Jana était bizarre. Il trouvait que son père avait l'air d'un peu trop aimer Jana, genre aimer. Et il trouvait ça complètement weird, puis il disait retourne en Afrique du Sud, là, comme ta présence m'aurait inconfortable. Et vraiment à cause de la dynamique avec sa demi-sœur. Ouais, avec Jana et Errol. Et Elon en avait 100% raison de trouver leur relation bizarre parce qu'en 2016, Errol a mis Jana enceinte. M'a donné le crédit à Elon là-dessus. Quand il a ça, il a coupé les ponts avec son père puis a arrêté d'y envoyer de l'argent. Donc, bravo Viviane. Tu l'as mis dans le mille déteste Errol. C'est peut-être ça qui va permettre à ton père et toi de vous réconcilier. Oui. C'est votre point commun. Ouais, parce qu'il sort avec sa fille qu'il élève depuis qu'elle a 4 ans, mais qui est pas sa fille biologique. Et il a fait des enfants. Je pense qu'ils ont très plus... Woody Allen comme situation. Oui, complètement. Puis je pense qu'ils ont plus qu'un enfant maintenant, d'ailleurs. OK. Sont-tu, ultimement, on s'en calisse, mais sont-tu légalement mariés? Genre, comment ça marche? Je sais pas. Ça, je pourrais pas dire comment ça fonctionne. Mais, voilà. C'est pas tout par rapport à Viviane. En fait, je pourrais en parler pendant des heures. Je l'adore pour vrai. Abonnez-vous à son compte TikTok. Elle est hilarante. Mais récemment, Elon a tweeté que son fils, en parlant de Viviane, avait été tué par le Woke Mind Virus. Et Viviane a répondu avec un TikTok qui utilisait un audio de RuPaul qui dit « Mes cheveux sont nice for a dead bitch ». Mais elle est aussi allée au stream de Hassan Abi, qui est un peu le Joe Rogan de la gauche. Je sais pas à quel point c'est un compliment d'écrire comme ça, mais... Donc, un streamer sur Twitch qui est très à gauche et progressiste. Puis, elle a dit que les seules fois qu'elle chillait avec son père quand elle était enfant, c'est quand il l'obligeait, elle et son frère jumeau Griffin, à jouer à Overwatch. Parce qu'elle dit il était pourri, puis en jouant avec nous, ça montait son ranking. Ouais, les mensonges de jeux vidéo de Elon ont de l'air d'un trou sans fond. Là. Ils sont malades. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais avant de m'en venir, j'ai vu qu'aujourd'hui, il a fait un live où il voulait montrer, il était dans son avion, puis il voulait montrer que c'est pas vrai qu'il avait besoin de payer quelqu'un à Path of Exile 2 pour être bon. Puis il a fait le stream, il s'est fait battre par le boss du tutoriel, puis il a fermé le stream. Malade. J'adore ça. Bon, fait que je vais arrêter de parler de Viviane, même si je pourrais en parler pendant des heures. Abonnez-vous à son compte Twitter, à son compte TikTok, pardon. Elle est pas sur Twitter. Surprenant. Tu m'étonnes, oui. Mais elle est incroyable. Enfants 4, 5 et 6, Kai, Saxon et Damien, mais je vais dire Damien parce que j'ai un accent. Ça sonne moins weird d'un gars de Rimouski. Exact. Donc, côté prénom, on n'est pas encore complètement en territoire Coco Crazy, mais on est en route. Donc oui, en 2006, Justin et Elon ont eu des triplés, leurs derniers enfants ensemble. J'ai pas grand-chose à dire sur eux, qui se forcent à être remarquables. Je sais pas quoi dire. Non, mais c'était des triplés, je savais pas. Ouais. OK. Apparemment, ils sont plutôt discrets, là. Ils seraient plutôt bons en sciences et en mathématiques, les trois. Damien a même terminé son secondaire en ligne pour aller travailler comme programmeur chez Twitter, puis il ferait de la recherche maintenant en informatique quantique. Saxon, lui, est autiste, et il y a apparemment le franc-parler qui vient souvent avec. D'ailleurs, dans la biographie des Jackson, il raconte qu'à un moment donné, il a entendu une discussion où sa famille parlait du fait que quand on réserve au resto, faut utiliser des pseudonymes, on peut pas réserver au nom de Musk. C'est à quoi Saxon aurait répondu « Oui, si les gens apprennent que je suis le fils d'Elon, ils vont être fâchés contre moi parce qu'il est en train de ruiner Twitter. » Aussi, il y a une anecdote avec les triplés qui démontre bien la personnalité d'Elon. En 2022, ils sont allés à Rome. Donc, ils sont allés Elon, Griffin et les triplés. Puis, ont rencontré le pape. Elon a partagé la photo qu'ils ont prise sur Twitter, donc leur photo de famille avec le pape sur Twitter. Mais dans le groupe chat, ses fils ils ont dit demande-nous à l'avenir avant de publier des photos parce qu'ils trouvaient que la photo était lettre. Puis je vous invite à la googler. Elle a en effet complètement pas d'allure. Il y en a deux qui ont l'air d'être à des funérailles. Il y en a un autre qui est dans un mouvement pas clair où on dirait qu'il encourage une équipe de football en baillant.
Elon a un suit qui fit mal. Tu sais, la photo est désastreuse. Elon a eu de la peine que ses fesses écrivent ça dans le groupe chat. Fait qu'il a quitté le groupe chat puis il leur a dit « C'est beau d'abord, on retourne aux États-Unis. » Puis ils sont retournés puis c'était la fin du voyage. OK, il boudait, là. Il oui, boudait. oui. Okay. Tu sais, quand ton père quitte le groupe chat parce qu'il boude. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les triplés. Enfant numéro 7, XH812. On y arrive. Là, on est complètement dans le coco crazy. Je me rappelle même de sa naissance, je pense. Ouais, ça avait fait une grosse affaire, là, ce nom-là. C'est pas l'enfant le plus célèbre d'Elon. C'est lui qui traîne partout avec lui comme un bouclier humain. C'est lui qui dit à Trump dans sa face de star. Et c'est clairement le préféré à Elon pour une raison qui m'échappe. Je sais pas pourquoi il y a clairement un enfant qui aime plus que les autres, mais ça semble assez clair. Oui, il est juste dans la fenêtre d'âge parfaite pour être le bouclier humain. Peut-être aussi, tu sais. Là, c'est ça. Je dis pas que ça m'échappe. C'est pas que j'aime pas X, là. J'ai pas de beef avec un enfant que je connais pas, là. Mais pourquoi c'est si clair qu'il en aime un plus que les autres? C'est peut-être en effet parce que le bon âge, ça soit mignon. Je sais pas. Pourquoi il s'appelle XH812? Évidemment, c'est ce qui avait fait le plus parler à sa naissance. Tiens-toi bien, Colin. Grimes a donné l'explication. Alors, X, ça signifie la variable inconnue, comme dans une équation d'algèbre. H, ça s'écrit AE. C'est son appellation en elfique de AI, qui signifie à la fois amour et intelligence artificielle. Et A12, c'est l'idée de Musk. C'est sa collaboration à ce nom. C'est une référence au programme de la CIA Archangel 12 qui a mené un de ses avions préférés, le SR-71. C'était un enfant d'avion, là, ouais. Donc, je résume. La variable inconnue, amour et intelligence artificielle en elfique, et un programme de la CIA qui a mené à son avion, bref. Voilà pour XH812. Mais j'aime qu'il y a eu un bon partage de charge mentale entre les deux parents pour le nom fucking weird de l'enfant. Oui, les deux. Tout le monde a mis les mains à la pâte, oui. Oui, complètement. Enfant numéro 8, Exa Dark Siderael. Avec un nom de même, j'imagine que j'ai pas besoin de te préciser c'est qui la mère. Née en 2021, Exa est la première fille cis d'Elon. Puis si tu trouves son nom trop long à prononcer, son surnom c'est Y parce que c'est la suite de X. Bien sûr. Exa, donc je décompose son nom encore une fois, ça nous vient toujours de Grimes. Exa, c'est une référence à exaflop, la capacité d'un ordinateur à accomplir 1 quintillion d'opérations par seconde. Dark, pour Grimes, c'est une référence à l'inconnu. Et Siderael, c'est de l'elfique encore. Ça veut dire la vraie temporalité de l'univers des étoiles, pas la temporalité de la Terre. OK. OK, fair enough. Aussi, fun fact, leur première idée, c'était de l'appeler Sailor Mars, comme dans le manga Sailor Moon, mais en référence à Mars, à cause de l'obsession d'Elon. Mais ils trouvaient ça trop sérieux comme nom. Et ils ont aussi changer son nom de Exa Dark Siderael pour Andromeda Synthesis Story Musk. J'aime ça parce que ça pourrait vraiment être des noms d'albums de Grimes, en fait. Puis attends, X a pas été fait in vitro. Mais les deux autres ont été faits in vitro, c'est ça? Non, sont tous in vitro. Les trois non, avec X, t'as raison, excuse-moi, ouais, X ça, okay. était pas in vitro. Okay. Les autres, oui. Puis ils l'ont gardé même si c'était une femme. Ouais, c'était peut-être une décision cette fois-là, je sais pas. Okay. Écoute, et peut-être que jamais décidé le sexe et que c'est un hasard aussi, on sait pas, là, mais voilà. Enfin, 9 et 10, Strider et Azure. OK, jamais entendu. Moi, je pensais que le prochain, c'était celui qui avait un nom de Transformer. Là. Non. Okay. Tu vas voir, il vend pas mes punchs. Oui, c'est ça. Ces noms deviennent un petit peu plus normaux parce que la mère de Strider et Azure, c'est pas Grimes, c'est Shivan Zillis. Shivan Zillis, c'est pas la blonde d'Elon Musk, elle l'a jamais été, en tout cas qu'on sache. C'est une ancienne employée d'Elon Musk et au moment où ces enfants-là ont été conçus, elle était encore son employée. Ils ont été faits par fécondation aussi. Elle dit que Musk l'encourageait à avoir des enfants parce qu'il dit que les gens intelligents doivent avoir des enfants. Il a aussi aidé sa sœur à se trouver un donneur de sperme, d'ailleurs, pour qu'elle ait des enfants. Fait qu'il est vraiment... sa sœur à lui ou la sœur Non, sa sœur à lui, okay. Tosca. Il a aussi aidé Tosca à se trouver un donneur de sperme. Fait qu'il est vraiment complètement impliqué dans le projet Repeupler la Terre. Fait que c'est ça. Quand Steven lui a dit qu'elle était prête à avoir des enfants, il a dit « Ah, mais tu peux prendre mon sperme. » Un esti de beau cadeau d'employé. Moi, quand je cherche chez Desjardins, il me donnait genre un thermos, là, tu sais. Je vais te donner un cheval puis une fiole de mon sperme. Fait qu'elle a dit oui, parce qu'elle dit tant qu'à avoir un donneur anonyme, j'aime aussi bien que le père soit la personne que j'admire le plus au monde. Ce que je trouve complètement malsain comme relation, encore une fois. Puis elle dit aussi, plus. Et incidemment, l'homme le plus riche du monde qui va payer des droits de. Oui, c'est sûr que ça aide. Ça aide. Ouais. Et elle a aussi dit, en plus, ça avait tellement l'air d'y faire plaisir.
Une question de rajouter au côté loser. Musk a déclaré qu'il était content d'avoir des bébés en disant « Mes plus vieux sont partis à l'université. Les ados veulent pas beaucoup passer de temps avec leurs parents. J'aimerais ça qu'ils veuillent passer du temps avec moi. » Peut-être pas juste une question d'adolescence, pour être honnête. Non, c'est pas juste une question d'adolescence. J'aimerais ça qu'ils soient disponibles pour les quelques minutes que j'ai pour eux par mois. Ils soient parfaitement disponibles. Puis les bébés peuvent pas dire non quand je veux passer du temps avec eux. Enfant numéro 11, Techno Mechanicus, alias To. Alors, Techno Mechanicus, c'est le plus mystérieux des enfants d'Elon et Grimes parce qu'on l'a jamais vu. Il est né en juin 2022. L'affaire, c'est que même s'il était plus vraiment un couple, Musk avait pas dit à Grimes qu'il faisait des jumeaux avec Zilis à la même époque. Grimes l'a appris par accident puis a considéré Zilis comme une de ses amies. Donc, il avait mis 2 femmes enceintes en même temps. Elle a confronté Musk puis il a juste dit « Siobhan a bien le droit de faire ce qu'elle veut ». Apparemment qu'elles sont réconciliées depuis, je veux dire Siobhan et Grimes. Grimes est encore en chicane avec Elon, notamment à propos de la garde des enfants. Et si vous vous demandiez d'où vient le surnom Tau, T-A-U, c'est une lettre grecque qui représente l'approximation de 2 fois pi, ce qui donne 6.28. Et c'est la date de fête d'Elon Musk, le 28 juin. Le 6-28. Okay. Narcissique, je ne penserais pas. Alors, enfant numéro 12, Arcadia. Ça, c'est l'enfant sur lequel on sait le moins de choses. Ils n'ont pas annoncé sa naissance publiquement et on a juste eu son nom quand sa mère, encore une fois chez Von Zilis, a tweeté « Bonne fête Arcadia » à son premier anniversaire. C'est un peu weird comme nom Arcadia, mais comparé aux autres, c'est quasiment l'équivalent de s'appeler William. Puis elle, c'était son 3e enfant avec Elon. Ouais. Okay. Mais c'est tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'elle a tweeté « Bonne fête Arcadia », que c'est un bébé en santé. On sait vraiment peu d'autres choses sur Arcadia. L'enfant numéro 13, R. Comme si la famille à Elon Musk n'était pas assez compliquée, ça, c'est l'enfant dont on n'est même pas certain de l'existence, ou du moins, on n'est pas certain que c'est l'enfant d'Elon. Le 14 février 2025, l'influenceuse de droite Ashley Sinclair a déclaré sur Twitter avoir eu un enfant avec Elon Musk, mais que pour des raisons de sécurité, il avait décidé de garder l'enfant secret jusque-là. Ashley Sinclair, en plus d'être une influenceuse, c'est aussi une autrice. Elle a écrit un livre pour enfants qui s'appelle « Elephants are not birds », et c'est un livre anti-identité de genre. Of course. Évidemment. À ce moment-là, qu'elle a fait cette déclaration-là, le 14 février, Elon Musk a pas commenté. Sauf que là, Sinclair s'est présenté devant la cour pour obtenir la garde entière de l'enfant et pour que les tribunaux déclarent officiellement Elon père. Si on se fie à ce qu'a dit, Elon aurait vu son enfant dont les initiales seraient RSC, donc R Sinclair, donc pour ça que je dis R, on connaît pas son prénom complet. Okay, c'est pas son nom. Ça aurait pu être son nom. C'est l'initiale de son prénom. Il aurait vu au total 3h30 dans toute sa vie. Quand on sait qu'Elon Musk a déjà déclaré un magazine qu'il aurait autant d'enfants que possible tout en étant un bon père, c'est quand même une bonne... Puis ouais, avant de voir R pour la dernière fois, il aurait texté à Ashley « Je veux te remettre enceinte ». Fait que voilà, encore son kink de reproduction. Attends, pour la dernière fois, mais il a vu son enfant une seule fois, non? Une fois, 3h30. Il l'a vu 2 fois, je pense, mais pour un total de 3h30, puis après avant la deuxième visite, il aurait dit « Je veux t'en remettre enceinte ». La seule affaire qu'Elon Musk a déclarée publiquement à propos... Eux, on sait-tu si c'était in vitro? Pas que c'est de nos affaires, là, mais c'est genre du sexy texto, ça, je veux te remettre enceinte, ou c'est une affaire de on retourne au laboratoire? Je pense que c'était pas in vitro dans ce cas-là. Okay. La seule affaire qu'Elon Musk a déclarée publiquement à propos de R, c'est sur X, évidemment. Il y a une ancienne amie de Sinclair qui s'appelle Isabella Moody qui a partagé des textos où Sinclair apparemment décrivait son plan pour faire un enfant à Musk et profiter de lui. Et il a répondu « Wow! » Fait que voilà, c'est ce qu'on sait sur R. Sinclair en ce moment. La cause, si le verdict était rendu, en tout cas, c'est pas public. Et l'enfant numéro 14, Seldon Lycurgus. Ça, c'est le fameux enfant qui s'est rajouté pendant que j'écrivais le podcast. Alors, fait qu'il vient de naître. Oui, il est tout chaud. Tout droit sorti du four. C'est son 4e enfant chez Von Zilis. Il n'y a pas grand-chose à dire encore, sinon que selon elle, c'est un petit bébé costaud. C'est tout, j'ai rien ajouté, je suis pas là pour roaster des bébés. Donc voilà. Mais OK. Fait que dernièrement, il en a fait beaucoup avec Siobhan, il en a fait 4. Ouais, il en a 4 en tout avec Siobhan. OK. Donc, c'était les 14 enfants d'Elon Musk à ce jour. Plus que 8, effectivement. Il y en avait pas mal plus que 8. Seldon Lycurgus, c'est quand même... Je trouve que ses noms s'empirent avec Siobhan aussi. C'est ça qui est bon. Ouais. Strider et Azure, c'était pas beau, mais à la limite, tu sais, je peux voir quelqu'un qui appellerait son enfant Strider aux États-Unis. Après ça, Arcadia, t'es comme... Puis là, Seldon Lycurgus, on est reparti. Ça pourrait être un enfant de Grimes, là. Ouais. Donc, c'était tout pour les enfants. Et maintenant, on arrive au gros chapitre de la vie d'Elon Musk, Tesla.
Son bébé préféré. Son Tesla. bébé préféré, Tesla, exactement. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, personnellement, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Musk, c'était par rapport à Tesla. Probablement moi aussi, oui. Petite anecdote personnelle d'ailleurs assez gênante. Il y a quelques mois, je reçois un courriel qui me dit que j'ai une notification que quelqu'un a liké un de mes tweets. Puis là, je suis un peu confus parce que ça fait des années que j'ai pas tweeté, j'ai même plus l'app sur mon cell. Et fait que je clique sur le lien, j'ouvre la page web de x.com pour faire qui c'est qui a liké un de mes tweets. Et je me rends compte que c'est un monsieur qui a liké un de mes tweets de comme 2015, c'était quand j'étais à l'école de l'humour, qui me répondait, où je répondais à une publication qui parlait de Tesla en disant wow, Elon Musk va vraiment changer le monde. J'avais pas tort au final. C'était pas ironique, c'était 100% à ce première moment-là, oui. J'avais pas tort au final pour pardonner Pierre-Luc de 2015. Oui. C'est vrai qu'Elon Musk a changé le monde, juste peut-être pas de la façon que je pensais. Mais à cette époque-là, tu sais, c'est un peu l'image qu'on avait. Pourquoi je raconte ça? En fait, c'est l'image qu'on avait d'Elon Musk quand Tesla est devenu vraiment populaire. C'était un peu comme le Tony Stark de la vraie vie. Tu sais, c'était un génie, inventeur, milliardaire, un peu excentrique, mais qui va sauver le monde. Et cette vision-là... Mais puis on voyait ça super positif de en plus il fait de l'énergie propre, il va démocratiser les voitures électriques, puis il réussit, tu sais, vraiment à changer les choses pour le mieux, tu sais. Et cette image-là de milliardaire bienveillant, génial et excentrique, c'était pas un accident. Vous l'avez sûrement compris si vous êtes rendu jusqu'à cet épisode de Manger les riches, mais Musk aime la publicité. Puis quand Jon Favreau, l'acteur-réalisateur, préparait le premier Iron Man, Musk a invité Robert Downey Jr. et Jon Favreau à aller visiter SpaceX et Tesla pour leur montrer ce qu'ils faisaient. Robert Downey Jr. a été complètement impressionné par Musk, puis il dit que c'est beaucoup inspiré de lui en fait pour créer son personnage de Tony Stark. Il est même allé jusqu'à demander qu'une Tesla soit stationnée dans l'atelier de Stark dans le film. Fait que si vous regardez dans le premier Iron Man, on voit une Tesla dans son atelier. Et ça, c'était une demande personnelle de Robert Downey Jr. Okay. Et d'ailleurs, si tu te souviens bien, je sais que t'es moins nerd que moi là, mais dans Elon Musk fait une apparition dans Iron Man 2. Je me rappelle absolument pas. Ouais. Je sais qu'il y a Georges Saint-Pierre dans un film de Marvel, ça c'est impossible à oublier, mais... Dans Captain America, ça c'est pas la bonne série. OK. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? En tant que lui-même, un caméo, genre? Ouais, exact. Il y a une scène où c'est une espèce de dîner privé de riches, comme une espèce de loge ou une piste de course, là. Puis Stark, il vient féliciter Musk pour ses moteurs de fusée, puis Musk lui dit qu'il a une idée pour un jet 100% électrique. Ce à quoi Tony répond, « Ah oui, on va s'arranger pour que ça se fasse. » Fait que, oui, Iron Man 2 est aussi le pire film de la trilogie, si t'avais oublié. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Tout ça pour dire que Musk a beaucoup bénéficié de cette image-là de milliardaire, sauveur de l'humanité, l'inventeur de génie qui allait nous amener dans l'espace et régler la crise climatique. L'enjeu, c'est qu'Elon Musk n'est pas un inventeur, c'est un investisseur. Et on va le voir avec l'histoire de Tesla. Ça commence en 2003 avec J.B. Straubel, qui est un passionné d'auto. D'ailleurs, quand il était ado, Straubel a fait des expériences dans le sous-sol de chez ses parents avec du peroxyde d'hydrogène, puis a fait exploser le sous-sol. Encore aujourd'hui, il y a une cicatrice au visage de cette explosion-là. Un vrai passionné. Fait que Straubel, il se tenait avec beaucoup de passionnés comme lui d'auto et d'électrique, et il essaie de créer une batterie qui sera assez puissante et avec une assez grande capacité pour alimenter un char 100% électrique. En octobre 2023, il est allé voir un séminaire et Musk était un des speakers, il donnait une conférence. Plante en 2003, il est quand même tôt dans sa carrière. Là, il vient de vendre PayPal. Puis, donc, il est à voir après sa présentation. Puis, Musk a été impressionné par Straubel. Puis, ils sont restés en contact. Ils ont échangé leurs informations. Straubel a mis Musk en contact avec Tom Gage et Alan Cocconi, qui représentait une petite compagnie qui s'appelait AC Propulsion. Et eux, ils venaient de créer une voiture 100% électrique super rapide qui s'appelait la T0. C'était un prototype, c'était pas une voiture qui était prête à être commercialisée, mais était vraiment impressionnante pour l'époque. Et T0, ben vous l'aurez compris, c'est l'ancêtre de la Tesla Roadster, qui était la première voiture officielle de production de Tesla. Donc, Musk a rencontré les deux gars de AC Propulsion, il a essayé la T0, puis il a essayé de les convaincre d'en faire une version commerciale. Sauf que Gage et Cocconi de AC Propulsion étaient pas sûrs, eux, que c'était une bonne idée de commencer avec une voiture sport hyper rapide. Eux autres, leur stratégie, disons, on devrait commencer avec une petite voiture abordable en premier, puis éventuellement... gamme, puis Oui, c'est ça. Puis éventuellement, on fera des voitures sportives de luxe. Musk, puis je vais lui donner le point là-dessus, pensait que leur stratégie n'était pas la bonne. Il disait, pour que les autos électriques pognent, il faut en faire un objet de convoitise, pas un truc pour les nerds puis les granos. Je paraphrase, là. Il dit, les gens sont plus préoccupés par leur statut social que la planète. Ce qui est malheureusement un peu vrai. C'est peut-être pas faux, oui. Fait qu'il dit, faut en faire une voiture, tu sais, c'est ça qui va faire rêver, que les gens vont vouloir, puis après ça, les gens vont s'intéresser à la voiture électrique. Puis il y avait pas tard, dans ce temps-là, les voitures électriques, c'était perçu comme des cartes de golf, là, tu sais. Ouais. Fait que
les gens qui aimaient les chars étaient comme, j'aurais jamais un voiture électrique, c'est pas un char sérieux, ça va pas vite, c'est pas puissant, tu sais. Fait que pour lui, c'était une façon de briser cette image-là. Fait que Gage a fini par lui donner raison et il a présenté Musk à deux autres inventeurs qui avaient travaillé avec AC Propulsion dans le passé, Martin Eberhard et Mark Tarpenning, fondateurs d'une petite compagnie qui s'appelait Tesla Motors. Donc, ces deux noms... OK, mais qui avait pas fait la voiture, la T1. Ben, c'était une collaboration, la T0 en fait. Ouais. Donc, AC Propulsion faisait surtout en fait les batteries et Tesla Motors. Okay. Donc, Martin Eberhard et Mark Tarpenning, c'est deux noms vraiment importants. Je vous invite à les retenir. Ils vont revenir souvent dans les discussions sur Tesla. Eberhard était déjà relativement riche parce qu'il avait fondé et vendu l'entreprise qui a développé le processeur du premier Kindle. Fait qu'il avait déjà fait beaucoup d'argent, puis il se magasinait une auto électrique. Il est tombé sur AC Propulsion et il a investi 150 000 de sa poche pour qu'il puisse passer d'un moteur de batterie à acide à une batterie à lithium-ion qui était utilisée dans la T0, justement. Par contre, il s'est rendu compte qu'AC Propulsion n'était pas vraiment capable de manufacturer la T0 à grande échelle. Fait qu'il a versé des droits à AC Propulsion pour utiliser une partie de leur concept puis le commercialiser. Donc, c'est ça. C'est AC Propulsion qui avait développé la voiture, puis Tesla est un peu l'entreprise qui avait investi en partie et qui allait commercialiser cette voiture-là. Donc, Eberhard a embarqué son ami Mark Tarpenning dans le projet. Fait que Tesla avait fait avec AC Propulsion ce que Elon Musk va faire avec Tesla. Exact, ben oui. Sauf qu'à la limite, tu sais, il avait quand même collaboré directement un peu plus au développement de la voiture au début. Donc, Eberhard a embarqué Mark Tarpenning dans le projet. Et il y avait la même idée que Musk, en fait, de créer une voiture électrique sportive et cool qui allait changer l'image de petites autos, de petites pépettes, là, tu sais, golf the car. Puis c'est aussi eux qui ont eu l'idée du nom Tesla, en fait. Le nom de Tesla vient d'Eberhard et Tarpenning, en hommage à Nikola Tesla, qui avait inventé, en fait, le moteur à induction électrique que eux utilisaient. Version améliorée, évidemment, là, mais il se basait sur le concept de Tesla, donc c'est un hommage. Donc, c'est pas Musk qui a choisi le nom de Tesla, parce que si c'était Musk qui avait choisi le nom, ça serait pas X-Car ou quelque chose dans le genre. Oui, on peut s'en douter, quoi. L'affaire, c'est ça, c'est qu'Eberhard avait de l'argent, il avait inventé, comme je te dis, le processeur de la Kindle, mais pas les dizaines de millions que ça coûtait pour commercialiser une voiture. Puis quand Gage d'AC Propulsion l'a mis en contact avec Musk, qui était pas encore l'homme le plus riche de la planète, mais qui valait déjà quand même quelques centaines de millions, ben il a sauté sur l'occasion parce qu'il est comme ma chance. Oui, voilà. Ouais. Donc Musk a accepté au départ d'investir 6,4 millions dans l'entreprise et en retour de quoi il a été nommé président du CA. Et Musk a aussi embarqué Strobel qui avait un peu parti tout ça, tu sais, qui avait mis en contact avec les gars d'AC Propulsion et éventuellement Tesla. Donc, il a embarqué Strobel dans l'entreprise. Donc, je résume. Eberhard était le PDG, Tarpenning était le président, Strobel était chef de la technologie et Musk était investisseur principal et président du CA. Donc, officiellement, ils sont les 5 cofondateurs de Tesla avec un autre homme qui s'appelle Ian Wright, qui était chef des opérations. Lui, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il est un peu moins présent dans l'histoire. Donc, légalement, Musk est considéré comme un des 5 cofondateurs, mais est arrivé une fois que l'entreprise existait déjà et sa collaboration, son apport était financier avant tout au départ. Puis comment il peut être considéré comme cofondateur si l'entreprise existait déjà? Parce qu'il a fourni la plus grosse partie de l'investissement de départ pour en faire une aventure commerciale. Puis ça s'est réglé devant la cour, en fait. Je vais y revenir là, mais qui était considéré officiellement comme un cofondateur, ça a été décidé. Oui, parce que c'était important pour lui, pour l'image, de pouvoir être cofondateur. Exact. On va en parler, mais c'est ça. Donc, Elon Musk, c'est ça. Il adorerait que tout le monde le considère comme le fondateur de Tesla. Puis justement, c'est un sujet qui est extrêmement contentieux. Eberhard, lui, se considère comme le fondateur de Tesla parce que c'est moi qui ai eu l'idée. J'ai enregistré le nom de la compagnie et j'ai trouvé des investisseurs, dont Elon, mais c'est moi qui ai trouvé des investisseurs. Musk, lui, dit c'est moi le fondateur parce que c'est moi qui ai mis Eberhard en contact avec Strobel et que sans mon argent, jamais l'entreprise aurait vraiment pu devenir ce qu'elle est devenue. T'sais. Parce qu'il est 100% le rôle d'un investisseur. Ben oui, voilà. Et quand il se fait pas donner le crédit d'être le créateur de Tesla, ça le fâche énormément, qui est une autre affaire que j'adore. Au début de Tesla, en fait, le visage de la compagnie, c'était pas Musk, mais Eberhard. Il était même apparu dans une pub de BlackBerry où on le présentait comme celui qui a créé la première voiture électrique sport. Ce qui avait mis Musk en beau tabarnak. Il s'est mis à accorder des entrevues au nom de Tesla sans les faire approuver par l'entreprise. Puis il y a également eu l'épisode de l'événement où la Tesla Roadster, la première voiture, a été dévoilée. Musk aimait pas comment la directrice du PR des relations publiques organisait l'événement, fait qu'il l'a fait renvoyer puis il a tout organisé lui-même jusqu'au choix des napkins à l'événement. Ce qui est complètement cinglé. Il fait du... Pour un multimillionnaire d'être là. C'est comme le cliché de la mariée qui fait du micromanaging, mais quand t'es supposé avoir d'autres business à rouler, puis il y a aucun sens des priorités, c'est ça qui ressort. En fait, c'est fucked up. Puis tu sais, moi, c'est pas une vraie job être PDG si t'as le temps de choisir les napkins. Excellent, oui, c'est un très bon point. Oui.
Anyway, fait que, mais il était pas PDG de Tesla à sa défense, mais il était PDG de SpaceX en ce moment-là. Donc, l'événement est un méga succès, mais la presse mentionnait juste Eberhard et jamais Musk. Ils ont même pas parlé des napkins en plus, là, il était hors de lui. Sauf pour le présenter comme un investisseur. Fait que le lendemain de l'événement, il a envoyé un courriel au nouveau responsable du PR, parce qu'il avait fait renvoyer celle qui organisait l'événement, et en disant « La façon dont mon rôle a été représenté jusqu'à maintenant est scandaleuse. Je veux parler à tous les médias possibles. » Donc, le lendemain du fameux courriel, 2 jours après l'événement, le New York Times a fait un nouvel article sur Tesla. Et non seulement ils n'ont pas mentionné Musk, mais par accident, ils ont dit qu'Eberhard était le président du CA. Musk en revenait plus d'être fru. Fait qu'il a menacé de renvoyer le nouveau. Non, c'est pas vrai. Il a menacé de renvoyer la compagnie de PR qui avait arrangé l'article avec le New York Times. Et c'est en réponse à... Excuse-moi, l'article avec le New York Times a pas été fait suite au courriel de Musk. C'était déjà prévu. Je pense là. pas. Okay. Je pense que c'est une coïncidence. Oui. Puis c'est en réponse à tout ça, entre autres, qu'il a organisé la visite avec Robert Downey Jr., puisqu'il a fait « Je vais prendre le contrôle de l'image. Ça va être moi la face de Tesla et pas Eberhard. » Puis c'est en effet à partir du film que ça s'est mis à glisser sur l'autre sens. Il a eu raison. Elon Musk, c'est pas un inventeur, mais je pense que c'est un très bon... c'est un bon marketeur. Ouais, marketeur. Un gars de marketing, en tout cas, bref. Je pense que c'est là-dedans qu'il excelle. Donc, tout ça pour dire que Elon Musk déteste Martin Eberhard encore aujourd'hui. Leur relation s'est terminée parce qu'Elon s'inquiétait du prix de la Roadster, du prototype de Roadster, de Tesla Roadster, qui n'arrêtait pas de grimper. Il a mis des proches collaborateurs sur le dossier, puis ils se sont rendus compte que Tesla sous-estimait le coût de production éventuel de la voiture, qui s'enlignait pour perdre entre 20 et 40 000 par Roadster vendu. Ce qui est quand même un problème, là, ce que je comprends tout à fait, qui sous-estimait les coûts. Mais Musk, il a décidé qu'Eberhard n'avait pas juste fait une erreur qui lui mentait. La réponse à ça d'Eberhard et Tarpenning, c'est que ça n'a pas d'allure. Ils sont comme, on n'avait aucune raison de mentir. Ça aurait été découvert de toute façon au moment de la production si on avait menti. Puis pourquoi on aurait menti, ça nous disait aussi. On a juste fait des erreurs de débutants parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. T'sais. On avait juste sous-estimé les coûts. Mais Musk était l'actionnaire majoritaire à ce moment-là, a renvoyé Eberhard. Puis ils ne sont jamais réconciliés. Ça s'est réglé par une poursuite en 2009 où ça a été décidé qu'ils seraient officiellement les 5 cofondateurs. Donc, c'est là que ça a été décidé par la Cour. Et où les partis s'engageaient à ne plus s'insulter publiquement, même si Musk continue de dire d'Eberhard que c'est un menteur. D'ailleurs, fait qu'il respecte pas sa pas partie. Vraiment, non. Puis en fait, à ce moment-là, le titre de cofondateur veut un peu rien dire s'il a été décidé en cours après coup. Genre, c'est juste, OK, oui, on accepte que tu puisses dire ça, mais la vérité historique du truc a pas d'importance. C'est quand même pour apaiser l'ego de Musk ça. plus que, ouais. Et d'ailleurs, c'est ça dans la biographie des Axon, il a parlé à Eberhard, qui lui a dit, je comprends pas pourquoi il attaque encore 15 ans plus tard un homme qui peut rien faire contre lui. C'est l'homme le plus riche de la planète. Ce qui est quand même un esti de bon point. Ma théorie à moi, en fait, c'est qu'Eberhard est considéré par plusieurs encore comme le vrai fondateur de Tesla, la compagnie qui a rendu Musk riche et célèbre. Et ça, pour quelqu'un avec un ego comme le sien, c'est juste inacceptable. Ouais. Je dis pas que Musk n'a pas collaboré au développement de la première voiture de Tesla, apparemment qu'il était très hands-on, ce qui est pas surprenant là s'il choisissait les napkins à l'événement, probablement qu'il était très impliqué dans le développement de la voiture, notamment il a répété la même expérience qu'il a faite avec SpaceX en diminuant les coûts, en faisant fabriquer les pièces à l'interne, alors que la plupart des fabricants automobiles achètent de tiers, et c'est encore vrai. Puis ça, c'était son plan. Tarpenning et Eberhard, eux autres étaient bien contents au départ de juste acheter un châssis modifié de Lotus, en fait. C'était ça la stratégie, c'est qu'ils achetaient des châssis de la Lotus Elise, je pense qu'elle s'appelle, une voiture de sport britannique, puis elle modifiait légèrement pour en faire le châssis de la Tesla, mais c'était ça la stratégie de base. Musk a changé ça, en fait. Puis il a fait, on va faire notre propre structure, ça va revenir moins cher et plus unique, et on va avoir plus de contrôle. C'est aussi lui qui a eu l'idée des poignées rétractables. C'est un gadget complètement inutile, qui cause beaucoup de problèmes ces Tesla, mais c'est vrai qu'au départ, en tout cas, ça a contribué à la mythique des Tesla, d'approche, puis les poignées sortent parce que ta voiture te reconnaît. Ça a contribué à l'image. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça coûte cher pour rien? Absolument. Est-ce que ça pogne dans la glace l'hiver? Oui. Est-ce que oui? Oui, tout ça, mais ça a contribué au mystique. Quand je dis qu'il est meilleur en marketing qu'en génie, ben c'est ça. Mais il faut aussi dire que ces dizaines de modifications ont rendu la voiture plus coûteuse à produire, peut-être plus spéciale. Ça dépend de quel point de quel bord tu te situes. Mais moi, oui, j'ai pas de position, j'ai les genres. Mais OK, mais en fait, même s'il faisait son truc comme il a fait avec SpaceX de faire les pièces à l'interne,
il faisait quand même des changements qui faisaient que ça coûtait encore plus cher. Quand il pensait déjà dépasser les coûts de production qu'il avait c'était d'abord. Puis il sauvait pas, c'était pas aussi des aussi grosses marges parce que la production de voitures, même si c'est pas une affaire que toi puis moi on peut faire demain matin. C'est pas comme les trucs plus démocratique que l'aérospatial. Oui, c'est ça. Fait que les prix étaient pas aussi gonflés, ils sauvaient pas autant. Le châssis, notamment, de ce que j'ai compris, ça a fini par le coûter beaucoup plus cher que s'il y avait juste un châssis modifié. Ça a été un peu plus complexe cette fois-là. Puis une chose qui est sûre, en fait, c'est qu'il était un investisseur insupportable pour l'équipe de Tesla. Un investisseur qui se prenait pour le PDG avant d'être le PDG, en fait. En 2006, par exemple, il insistait pour qu'Eberhard, c'était avant qu'il le fasse renvoyer, là, il insistait pour qu'Eberhard embauche plus de monde parce qu'il trouvait que ça avançait pas assez vite à son goût. Et comme Musk était l'actionnaire majoritaire, Eberhard avait pas même le choix de l'écouter, puis il a engagé plus de monde. En mai 2006, ils ont eu un meeting, puis Tarr Penning, qui était directeur financier à ce moment-là, a dû annoncer qu'ils avaient épuisé leurs réserves plus tôt que prévu, puis Tesla avait plus d'argent. Fait qu'il fallait qu'ils réinjectent de l'argent où c'était terminé. Elon Musk a pété un câble, il s'est mis à crier, il était inarrêtable dans la salle de réunion, jusqu'à temps que son frère Kimball Musk, qui était présent à la réunion, dise, il s'est levé, il s'est mis à feuilleter les procès-verbaux des dernières rencontres, puis il a juste dit à Elon, si t'enlèves le salaire des gens que t'es obligé à embaucher, le budget serait exactement là où il était supposé être en date d'aujourd'hui. Fait que, mais le dépassement, il est 100% de sa faute. Elon a regardé les tableaux puis il a fini par dire OK, on va trouver d'autres financements d'abord. D'ailleurs, Tarr Penning dit à ce moment-là, j'aurais pu embrasser Kimball. Mais c'est ça, c'est le genre de personne qui réagit, tu sais. On dit, les femmes sont très émotives à des affaires. Elon Musk réagit très, très émotivement aux choses et pas toujours rationnellement. Quand Eberhard était renvoyé, il a engagé un nouveau PDG par intérim, Michael Marks. Il s'entendait bien au départ. En fait, c'est Musk qui l'avait choisi, fait qu'évidemment qu'il s'entendait bien, mais Marks, pas beaucoup de bien à dire de Musk. Il s'est rendu compte que s'il essayait de prendre ses propres décisions au lieu de juste exécuter les ordres d'Elon, Musk se fâchait. Mais surtout, il dit Musk, c'est un bully, il est brutal avec tout le monde. Marks avait la réputation d'être très agréable et poli, traiter les concierges et les vice-présidents avec les mêmes égards, apparemment qu'il était full aimé par les employés. Il dit Musk est exactement l'inverse de ça. C'est pas une bonne personne, il traite mal les gens. Et c'est aussi lui, tu sais, quand je te disais, il y avait un de ses collègues qui en revenait pas, qui avait lu aucun livre de sa femme, qui était romancière. C'est lui. C'est lui, OK. C'est lui. Mark ajoute aussi qu'au-delà des relations interpersonnelles, ça affecte son travail comme boss parce que personne veut lui dire la vérité de peur de se faire ramasser publiquement. Mark s'est fini par démissionner. Il était tanné de se faire infantiliser par Elon Musk. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience aussi, puis comme j'ai vraiment pas besoin de ça. Musk s'est rendu compte qu'il était pas capable de collaborer avec d'autres décideurs, fait que en octobre 2008, il est devenu le 4e PDG de Tesla. Et il est devenu... Puis pourquoi c'est ça? C'est ça qu'il voulait depuis le début. Pourquoi il s'était pas nommé lui-même plus tôt? Genre? Parce qu'il écoutait les gens qui disaient « T'es déjà PDG de SpaceX, t'en as déjà assez dans ton assiette, délègue. » Ce qui est incapable de faire de toute mais il est pas capable. Puis il est devenu PDG, c'est ça, dans la pire période de Tesla. En février 2008, Tesla a produit sa première Roadster, la Tesla Roadster. Mais le défi, c'était de réussir à produire le véhicule en masse à un coût raisonnable et à écouler ce stock-là. C'est une logistique super compliquée. Il y en a tellement des compagnies auto qui ont essayé, tu sais, puis qui sont disparues. C'est complexe comme chaîne d'approvisionnement. On a déjà eu d'ailleurs la voiture québécoise, la Manic, qui a eu exactement ce problème-là. J'ai jamais entendu parler de la Manic. Ça a duré quelques années. C'était dans la fin des années 60. Mais ils ont eu le problème de créer une chaîne d'assemblage rentable. Ils ont eu le problème de la chaîne d'approvisionnement. C'est ça, faut que t'aies un assez gros volume pour que ça soit pas cher, mais après ça, faut que t'es vendes. Ouais. Oui, c'est ça. Puis Tesla avait exactement les mêmes problèmes, en fait, que Manic avait. Ça aurait pu devenir une Manic plus coûteuse, tu sais. Il fallait que Tesla réussisse à se créer une chaîne de montage digne de ce nom, montant en 2008. Et je sais pas si tu te rappelles, mais c'était pas la meilleure période en 2008 pour aller chercher des investissements. Et Elon Musk avait pas d'argent supplémentaire à mettre parce que c'était aussi dans le moment où il venait de faire 3 essais ratés avec SpaceX. Il était en procédure de divorce. Bref, il était dans la merde. Alors, la PayPal Mafia était prête à investir dans SpaceX, mais je te rappelle, Peter Thiel ne croyait pas il voulait aux pas voitures des électriques. vertes, Il était pas intéressé par la Tesla. Donc, Musk a trouvé une solution parfaite à ses problèmes, être super sketchy légalement. Je suis pas avocat, j'ai pas non plus les moyens de payer un avocat, fait que je sais pas si je peux pas dire si ce qu'il a fait était criminel ou pas, mais en gros, sa stratégie pour enflouer les coffres de Tesla, c'est qu'il a pris les dépôts des gens qui avaient fait des précommandes, puis il les a dépensés pour développer la chaîne d'approvisionnement. OK. Ce qui les membres, tu sais, en fait, étaient pas d'accord avec l'idée. Ils disaient les dépôts devraient être en fiducie. Et Elon a répondu à ça, si on fait pas ça, on meurt. Je suis prêt à prendre le risque. Et évidemment qu'il était pas à prendre le risque parce que c'était pas son argent qu'il risquait. Tu sais, le problème, c'est que si Tesla avait fait faillite à ce moment-là, ben tous ceux qui avaient déposé des 20 000 $ auraient perdu le dépôt, tu sais. Il a aussi supplié son frère Kimball de vendre les derniers 375 000 d'actions qui lui restaient dans Apple pour les investir dans Tesla. Puis Kimball a accepté. Il a vendu ses actions dans Apple pour les investir.
Et parenthèse le fun, ou pas le fun pantoute si t'es Kimball, plusieurs années plus tard, Kimball avait des problèmes financiers avec ses restaurants. C'est un chef, Kimball, il a étudié comme chef, puis il a fondé une chaîne de restaurants et tout ça, et il avait des problèmes, et il a demandé à Elon un prêt de 10 millions de dollars. Rendu là, Musk était multimilliardaire, là, c'était plus un problème, 10 millions. C'était pas encore l'homme le plus riche de la planète, là, mais tu sais, 10 millions pour lui, ça restait, c'était du petit change. Musk, il a dit non. Parce que son conseiller financier lui a dit que les restos, c'était trop risqué. Je comprends, c'est vrai que c'est risqué, mais quand tu vaux des milliards puis que la demande vient de ton frère qui t'a sauvé le qui t'a cul, déjà fait la même affaire, qui a vendu ses dernières actions pour t'aider à sauver Tesla, puis qui t'a permis de devenir l'homme le plus riche de la Terre, on dirait que 10 millions, c'est pas tant que ça. Kimball, il a dit exactement ça, en fait, puis ça a été une grosse chicane. Finalement, Elon a accepté d'y prêter la moitié, 5 millions. Kimball a arrêté d'y parler pendant 6 semaines, mais il s'ennuyait de son frère, ils sont super proches. Et fait qu'il est retourné vers lui, puis Elon, il dit, Elon n'a jamais remarqué que j'avais arrêté d'y parler, ou en tout cas, si oui, il me l'a jamais dit. Fait que voilà, Elon a réussi à garder la tête de l'eau, en dehors de l'eau chez Tesla, en pigeant dans les dépôts et en empruntant de l'argent à sa famille et à ses amis. Il y a même des employés Tesla qui ont prêté de l'argent personnellement pour renflouer les coffres. OK, même pas de on accepte de pas être payé pendant un bout de temps, de je vais injecter de leur économie. Okay. Et voilà, pourquoi il a gardé la pression? Tu sais, tu disais pourquoi il devenait pas PDG, puis je t'ai dit parce qu'il y avait SpaceX. Pourquoi il a gardé la pression de gérer Tesla et SpaceX en même temps? À cause de son syndrome du sauveur, en fait. Il y a un ami qui a demandé à un moment donné pourquoi t'en choisis pas une des deux puis tu délègues pas. Et il a dit, je peux pas abandonner Tesla parce que ça va être un autre échec pour l'auto électrique et on n'aura jamais d'énergie renouvelable. Mais si j'abandonne SpaceX, on deviendra jamais une espèce interplanétaire. Je suis le seul qui peut. Oui. C'est 2 entreprises importantes puis je suis le seul qui peut le faire, genre, ouais. Voilà. Et beaucoup de misère à déléguer. Moi, j'ai pas ces mêmes problèmes-là. Si quelqu'un nous écoute et veut faire mon montage, slider dans mes DM. Oui, c'est ça. L'autre affaire qui a permis de s'en sortir à part de piger dans les dépôts, c'est que l'administration Obama, en 2009, a octroyé des prêts aux compagnies auto pour qu'elles puissent faire des autos plus écolos. C'était dans le programme un peu environnemental d'Obama. Et aussi pour clairement pour les aider à survivre à la crise économique. C'était une façon de sauver Ford et GM. Tesla a obtenu de ce programme-là 456 millions en prêts. Et à sa défense, ça a été remboursé en 2013. Là. C'était des prêts qui ont été remboursés. Il y a aussi eu un investissement de Daimler, de Chrysler Daimler, là, qui ont investi 50 millions dans la compagnie, en plus d'acheter des batteries pour leurs véhicules. Et l'ironie, c'est que... Des batteries qui seraient fournies par Tesla, qui étaient construites par Tesla. Que Tesla fournit pour les véhicules Daimler. Et d'ailleurs, ça, c'était une stratégie que Tarpenning et Eberhard mettaient de l'avant avant de se faire envoyer. Puis Elon Musk était comme, non, jamais on va faire des batteries pour d'autres compagnies. Ça, c'est pensé petit. Moi, c'est pas dans que je vais faire ça. Il a fait exactement ça en 2009. Et Toyota ont aussi investi 50 millions en 2010, en plus de leur vendre à rabais une usine. Il y avait une usine inutilisée en Californie qui valait 1 milliard. Ils leur ont vendu 42 millions. Ça fait quand même, je dis tout ça parce que ça fait quand même pas mal de trous dans l'image de Tesla comme une petite start-up qui est le cul des grands méchants de l'industrie auto. Il adore vendre ce narratif-là, mais au final, il a bénéficié de beaucoup d'investissements des gens de l'auto et du gouvernement. Mais c'est vrai que Tesla a réussi à monter une chaîne d'assemblage vraiment, vraiment efficace rapidement dans le pire contexte économique. Et oui, Musk a joué un gros rôle là-dedans. Et c'est là, je pense qu'il faut que je fasse un petit détour pour parler de son algorithme. Son algorithme qu'il a créé, c'est une stratégie pour avoir des méthodes de production plus efficaces et moins coûteuses, mais ça en dit beaucoup aussi sur le type de gestionnaire et de personne qui est. Cet algorithme-là, il l'a aussi mis en pratique d'ailleurs chez SpaceX et chez Twitter. Et ça va comme suit. Donc, l'étape 1 de l'algorithme, remettre en question toutes les exigences. On l'a vu dans le chapitre sur SpaceX, mais il déteste en fait se faire imposer des règles. Et il y a un bon exemple chez Tesla. À la fin du développement de la Tesla Model S, qui était le vrai grand succès de Tesla, là, il s'est assis dans le banc passager et il a baissé le pare-soleil. Puis là, il a crié « What the fuck is this? » Il y avait un petit autocollant d'avertissement pour les coussins gonflables, tu sais, que tu vois souvent sur le pare-soleil, là, qui explique comment désactiver les coussins gonflables si un enfant est assis à l'avant. Puis la raison pourquoi on voit tout le temps ça, en fait, c'est parce qu'aux États-Unis, c'est une exigence légale. Pour avoir le droit de vendre une voiture, faut mettre cet autocollant-là sur le pare-soleil. Donc, ses employés ont dit « On n'a pas le choix de le mettre, c'est une exigence légale. » Et Elon Musk a répondu « Je m'en crisse. » Je paraphrase. « Je m'en crisse. Enlevez-moi ça. Les gens sont pas stupides. Les autocollants sont stupides. » Donc, parce qu'il trouvait que c'était pas beau. C'est vraiment la seule raison. Okay. Donc, pour essayer de s'en sortir avec les autorités, tout en satisfaisant Musk qui voulait enlever le maudit collant de coussins gonflables, les ingénieurs de Tesla ont développé un système qui retient les coussins gonflables si la voiture détecte qu'un enfant est assis sur le siège.
Ce qui est quand même une solution de rechange calissement coûteuse à un autocollant qui doit coûter une scène. Oui. Et qui est probablement, tu sais, ça c'est un système qui peut être défectueux ou, tu sais. Oui, mais la stratégie a pas marché. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas accepté ça comme réponse. Ils ont pas accepté, ils ont refusé de faire une exception parce qu'ils avaient développé ça, même si ça les a coûté je sais pas combien. Et pendant des années, Tesla et le gouvernement américain ont été pris dans un bras de fer au sujet des maudits autocollants. Ça a amené à plusieurs rappels de voitures Tesla, de Tesla S. Parce qu'ils avaient vendu ça en autocollant puis ils étaient rappelés à cause de l'autocollant. Puis ils insistaient pour continuer à le faire. Voilà. Donc ça, c'est la première étape d'algorithme. La deuxième, supprimer toutes les parties du processus possible. Ça peut quand même être un bon coup pour Musk. Tu viendras pas dire que je suis injuste à l'égard de Musk. C'était quand même un bon coup. C'est qu'à un moment donné, tu sais, puis encore là, je te donne un exemple. Quand il produisait le modèle 3, Musk s'est rendu compte que ça ralentissait à une étape en particulier de la chaîne de montage. Il y a un robot qui sa job était de coller une plaque de fibre de verre entre la batterie et le panneau au sol de la voiture. De un, ça ralentissait parce que le robot arrêtait pas d'échapper la plaque. Mais au-delà de ça, Musk était pas sûr que la plaque était nécessaire anyway. Il a demandé à ses ingénieurs à quoi sert cette plaque-là, puis ils ont répondu que c'était pour réduire les vibrations et le bruit dans l'habitacle. Donc, il a fait installer une batterie sans la plaque de fibre de verre dans la voiture. Ils l'ont comparé qu'une voiture régulière qui avait la plaque. Et il a dit à son équipe, si vous êtes capable de me dire laquelle est laquelle, on va maintenir la plaque. Et personne réussit. Fait qu'ils ont retiré cette plaque-là. Ça a sauvé énormément d'argent et de temps sur la chaîne de montage. Fait que, tu vois, ça, c'est l'exemple d'une innovation où il a remis en question des exigences et c'était utile. L'affaire, c'est que, comme on disait plus tôt dans le podcast, ou en fait, je pense au dernier épisode, quand tu prends des risques à tout coup, des fois, ça paye, mais il faut pas oublier les 10 fois où tu te mets dans la merde pour aucune raison, tu sais. L'étape 3, simplifier, optimiser. Bon, ça, je m'étends pas, c'est clair, ça va. 4, accélérer la durée des cycles. Donc, que les cycles de production soient plus rapides, encore une fois. Bon, ça va, peu importe, on s'en fout un peu. Étape 5, automatiser. Il s'est rendu compte, ça, avec l'expérience, que le premier réflexe des gens, c'est souvent d'automatiser autant que possible. Que quand on monte une chaîne de montage, on essaie de mettre plus de robots. Mais l'affaire, il dit, c'est que si tu le fais trop tôt dans le processus, ben tu te retrouves à automatiser des affaires qui n'ont pas besoin d'être automatisées. Puis ça, c'est du gaspillage. L'exemple de la plaque, justement, est bon. Si ça avait été nécessaire, le robot échappait tout le temps à la plaque parce que c'était une action un peu trop compliquée. Et probablement qu'un employé aurait fait la même job plus rapidement. T'sais. Bon, jusqu'ici, son algorithme est un peu raisonnable, voire ennuyant. Ça a plus l'air d'un manuel du HEC qu'autre chose. Mais je vous promets, il y a une raison pourquoi j'en parle, parce qu'il y a des corollaires à cet algorithme-là, et c'est là que ça part un peu en couille. Donc, les corollaires de son algorithme. Tous les directeurs techniques doivent avoir une expérience concrète. Bon, jusque-là, ça va. Il dit qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été détectés justement par des gens qui, quand ils fabriquent eux-mêmes la voiture, se rendent compte que... Bon. Corollaire numéro 2, la camaraderie est dangereuse. Je dirais qu'à même des niveaux, Musk est un hyper-capitaliste. C'est la productivité avant tout. Et pour lui, la camaraderie, en fait, ça fait que le monde se protège entre eux quand ils font des erreurs. Et probablement, ça fait aussi qu'éventuellement, ils se parlent de leurs droits et se syndiquent. Oui. Donc, on veut pas de syndicat, puis on veut pas que les gens, on veut que les gens snitchent l'un contre l'autre s'ils font des erreurs. Oui, c'est ça. Donc, il aime vraiment pas beaucoup que ses employés deviennent amis. Alors, corollaire numéro 3, c'est correct d'avoir tort, faut juste pas avoir tort et être confiant. Bon. Pour ses employés, mais oui, ça s'applique pas, ça s'applique pas au boss de l'entreprise. C'est ça. Si la règle s'appliquait à tout le monde, ça serait pas pire, mais c'est pas ça. D'une part, il y a de nombreux exemples où il y avait tort puis il était complètement confiant, là. Je pense entre autres à l'histoire des boulons avec SpaceX dans l'épisode précédent. Mais aussi, il déteste quand ses employés sont pas assez confiants. Puis il y a un exemple dans la biographie des actions, je trouve, qui illustre bien ça. Ça se passe chez SpaceX, pas chez Tesla, mais je pense que c'est quand même une bonne illustration. Donc, à un moment donné, il fait venir un de ses employés dans le centre de réunion, Lucas Hughes, qui s'appelle, et il lui demande quelles pièces sont les plus élevées sur l'index idiot là, dans le projet sur lequel il travaille. Fait que Hughes, il répond, je suis pas certain, il faut que je vérifie, ce qui me semble la bonne réponse, contrairement à moi, ce qui inventait des chiffres dans ses réunions avec le monde de PayPal. Mais moi, ce qu'il a dit, à l'avenir, il faut que tu connaisses tous tes chiffres par cœur, sinon tu es renvoyé sur le champ. Je vais te quizer. Tous les lundis matin, je vais te quizer. C'est la pire dynamique de travail ever. C'est la pire dynamique de travail, puis ça met beaucoup de trous dans t'as le droit d'avoir tort. Là. Oui. Puis l'autre affaire, c'est Hughes, il venait de perdre son premier enfant âgé de 7 semaines, ce qui explique quand même pourquoi il était pas 100% en tête de ses chiffres. Bon, à la défense de Musk, il le savait pas, là, mais il a aussi la réputation de se foutre des problèmes personnels de ses employés puis d'accepter aucune excuse. Fait que je suis pas certain que ça aurait changé grand-chose. Ça pour dire, là, sa règle de t'as le droit d'avoir tort, sois juste pas confiant, ça vaut pas grand-chose si tu te fais menacer de renvoi à la seconde que tu connais pas un chiffre super précis sur le bout de tes doigts. Fait que réponds-moi de la bullshit puis dis-moi tout le temps oui. Finalement, c'est ça qui va se passer. C'est ça la vraie affaire, ouais, exact.
Corollaire numéro 4, ne demande jamais à tes troupes de faire quelque chose que tu ne ferais pas toi-même. Sur papier, ça aussi, ça peut sembler une bonne règle, mais je veux profiter de l'occasion pour faire une petite montée de lait. On n'avait pas eu encore, je pense, dans cet épisode-ci, par rapport à certains fans de Musk. On a déjà vu des tonnes de photos de Musk qui dort sur le plancher du bureau à son travail, puis là, le monde partage ça sur Twitter en faisant « Regardez comment il est dévoué. » C'est comme ça qu'il réussit. Exact, ouais. C'est la preuve qu'il mérite son succès. Bon, d'une part, le mythe des milliardaires qui travaillent fort pour leur argent, là, le salaire horaire chez Tesla, c'est entre 20 et 100 piastres de l'heure au Canada. En janvier, on estimait que Musk s'enrichissait d'à peu près 23 millions par heure. Tu sais, je veux bien qu'il travaille fort, mais je pense pas qu'il travaille 1 million de fois plus fort que ses employés. Peu importe le nombre de siestes qu'il fait au bureau, là. Deuxièmement, c'est normal qu'il travaille plus fort parce que c'est à lui que les bénéfices reviennent. On en a déjà parlé, mais sinon, de toute façon, petite parenthèse, là, tu penses que les employés ont le droit de prendre une photo du boss qui dort sans son consentement? C'est sûr que c'est les affaires les plus stagées du monde. Oui, je vais me coucher. C'est sûr que personne ne photographie sans glissage, mais OK. Complètement. C'est vrai, il y a le gars de dessiner un pénis d'enfant, c'est juste ça que je veux. C'est ça, c'est normal qu'il travaille plus fort, tu sais, c'est à lui que les bénéfices reviennent. Si Tesla ou SpaceX performent bien, il se rapproche de son objectif de devenir le premier trillionnaire. C'est pas le cas de ses employés. T'sais. Si un employé dans un bureau, tout ce qu'il gagne, c'est un mal de dos parce que généralement, puis ça c'est vrai, là, les contrats chez Tesla ne comptent pas des heures supplémentaires. C'est pas un nombre d'heures fixes, en fait, t'es payé à l'année, point. Okay. Fait que tu fasses 40 heures peu importe ce qu'il te demande, ou 80 heures, t'es payé le même montant. Puis ils sont pas syndiqués non plus, mais il me semble qu'il y a notamment entre syndicats. Oui, bien sûr que non. Puis tu sais, même si ça te mérite une promotion, tout ce beau dévouement, tu risques de la perdre anyway le jour où que Elon va chercher un coupable parce que c'est lui qui a choisi le mauvais métal pour ses boulons. Ou quand tu vas refuser de mentir aux autorités pour des activités criminelles. Fait que voilà. Corollaire numéro 5, il y a un problème à régler, contentez-vous pas d'en parler à vos supérieurs. Bon, là, jusque-là, ça peut... ça va, là, il privilégie la responsabilité personnelle à la hiérarchie, là, OK, peu importe. 6. À l'embauche, chercher des gens avec la bonne attitude. Ah, là, c'est autre chose. Parce qu'encore là, c'est genre, tout sur papier a l'air correct, mais quand tu vérifies dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire pour lui une bonne attitude? Ben, la même affaire que chaque fois qu'une entreprise dit qu'il cherche un joueur d'équipe ou quelqu'un de motivé, ça veut dire quelqu'un qui va se dévouer, faire des heures supplémentaires et se sacrifier sans chialer. Mais il faut aussi dire qu'Elon Musk fait des entrevues d'embauche personnellement, ou du moins il en faisait, puis vraiment tard, là, tu sais, comme 2008, 2009, 2010, ça arrivait que tu te faisais interviewer en personne. Par Musk. Par Musk. Et il paraît que c'est toute une expérience. Il a tendance à travailler en même temps qu'il passe le monde en entrevue. Et des fois, il se met à fixer le vide en silence pendant plusieurs minutes, puis les candidats sont avertis que c'est bien important de rester silencieux dans ce temps-là et de pas le déranger pendant qu'il arrête de parler soudainement puis qu'il fixe le vide. Ce qui doit être quand même surréel. J'ai déjà fait une entrevue de groupe pour un job où ce qu'il fallait essayer de se vendre à travers tout le monde, là. Puis je pensais que c'était la pire expérience d'entrevue possible, mais finalement, c'est vraiment pire. Tu sais pas s'il est juste dans un KO ou s'il est... Oui, exact. Il est juste... Ouais, c'est ça. Est-ce que la drogue vient de kick in ou il est en train de réfléchir? Dans tous les cas, reste en silence et tais-toi, peu importe le temps que ça dure. Corollaire numéro 7, un sens de l'urgence maniaque est notre principe opératoire premier. Il adore les situations d'urgence et de pression, tellement qu'il en crée souvent lui-même. J'ai parlé des fameux deadlines. C'est vraiment sa façon de fonctionner. Puis un bon exemple, tu sais, je sais pas si tu te rappelles du dévoilement désastreux de Cybertruck, là. Oui. Quand il avait garoché quelque chose dans la fenêtre. Exact. Il avait dit, nos vitres sont incassables, regardez ça. Je réécoute la vidéo une fois dans Oui, c'est magique. Puis là, il a invité le designer Franz von Holzhausen, on va en reparler, à venir lancer une balle dans la vitre, une balle de baseball dans la vitre, puis la vitre a éclaté en morceaux. Ben, une des raisons du fiasco gênant, c'est qu'encore une fois, Musk avait décidé d'imposer un deadline ridicule pour une raison qui lui appartient à lui seul. Il leur a donné 3 mois pour produire un prototype. Normalement, ça lui prend à peu près 9 mois. Donc, le résultat, le seul dévoilement dont on se souvient, ben, c'est celui de Cybertruck, mais parce qu'il y a rien qui a marché. Ce qui est fou, c'est que ça aurait tellement facile de truquer ça, ou juste de le tester avant, ou c'est vraiment une erreur niaiseuse pour quelqu'un qui est supposé micromanager les affaires. Ben, c'est ça, tu sais, l'affaire la plus logique, c'est que même si tu veux pas le truquer, c'est, hey, on va lancer une balle de baseball dans la vitre, on va l'essayer avant d'amener un char. C'est ça, ouais. Ah, ça marche pas, on le fera pas. On va couper ce bout-là de la conférence, tu sais. Mais voilà. Corollaire numéro 8, on achève avec les corollaires. Les seules règles sont celles dictées par les lois de la physique. Tout le reste est une recommandation. Je l'ai déjà dit précédemment. Donc, je m'étendrai pas. Mais voilà, il reconnaît pas beaucoup les lois des autorités. Comme je dis au début, là, l'algorithme qu'il a mis au point, bon, c'est pas vraiment un algorithme, là, c'est plus des règles de gestion, là, c'est pas vraiment ça un algorithme, mais ça lui a permis de réaliser quand même des choses impressionnantes. À moindre coût, de monter une chaîne de montage super rapidement. Mais ce succès-là est pas sans
coût. J'ai déjà parlé des heures supplémentaires pas payées, mais c'est le moindre des problèmes. Parce qu'en 2018, il y a une enquête qui a montré que non seulement Tesla avait sur sa chaîne de montage un taux de blessure supérieur à la moyenne de 30%, mais aussi qu'il avait caché des blessures. On parle d'employés qui sont trouvés avec des problèmes de santé en cause des vapeurs toxiques de la colle, dont ils n'étaient pas protégés, des blessures dues à des mouvements répétitifs au poignet, au dos, mais aussi des affaires vraiment plus sérieuses comme un risque d'explosion qui a été négligé parce que pour réduire ce risque d'explosion-là, il aurait fallu arrêter temporairement la chaîne de montage. Ça aurait vraiment pu mal virer. Oui, il était à la limite chanceux. Le taux est déjà 30% plus élevé, c'est le tiers plus d'accidents. Ça aurait pu être vraiment pire. Mais ça aurait pu être vraiment pire. Il aurait pu avoir des morts. Il a été encore une fois super chanceux. Puis, tu sais, ça a été, genre dans cette enquête-là, ça a été de l'assurance santé, tu sais-tu? J'imagine que oui. Ouais, au moins, mais c'est ça. Puis ça avait été démontré, tu sais, que les dirigeants savaient et avaient choisi d'ignorer ces risques-là. Puis c'est pas juste parce que Musk veut que la chaîne de montage soit rapide, il déteste aussi qu'il y ait trop de stimuli visuel et auditif dans son usine. Il a obligé ses employés à retirer des mesures de sécurité comme le bruit des forklifts qui reculent, tu sais, le fameux bip, bip, bip. Il a fait désactiver ça, ces forklifts, parce que le bruit le gossait. Il a interdit le jaune dans son usine parce qu'il trouve que c'est laid puis que ça jure avec les couleurs. Fait que les pancartes d'avertissement ou le tape de sécurité ont été enlevés dans l'usine parce qu'il trouve que le jaune, c'est laid. C'est quand même fou, ça. Il a interdit les souliers à cape d'acier dans l'usine de Tesla. Pourquoi? Parce qu'il aime pas ça. Il trouve pas ça beau. Ça fait pas beau. Ouais. Tesla, eux autres, devant ces révélations-là, sont défendus en disant que le média derrière l'enquête, qui s'appelle Reveal News, c'est un média, en fait, de l'OBNL qui s'appelle Center for Investigative Reporting. Voilà, il dit que c'était juste une gang de syndicalistes. Fait que c'est super. Mais ça veut pas dire qu'ils ont jamais nié. Ils ont jamais nié que c'était vrai. Genre, c'est une gang de syndicalistes qui veulent me saler. Okay. Et j'étais allé vérifier un peu. Moi, c'était pas un nom que je connaissais, Reveal News. Je me suis dit peut-être, en effet, que c'était une espèce de média alternatif pas fiable, mais ça semble vraiment pas être le cas. C'est une source qui a été reconnue plusieurs reprises, qui a gagné des prix de journalisme et tout. Ils semblent pas non plus se soucier beaucoup plus de la sécurité des clients de Tesla. Il exagère les capacités d'autopilot depuis des années, à un tel point qu'en 2016, il y a un des fournisseurs de caméras pour Tesla qui s'appelle Mobileye qui a mis fin à sa collaboration avec la compagnie parce que le président disait que Tesla négligeait la sécurité des conducteurs et qu'il voulait pas qu'ils soient associés à ça. Quand même, tes fournisseurs sont comme « Non, vous êtes imprudents ». À chaque année, depuis plus de 10 ans, Musk répond qu'on est sur le bord d'avoir des voitures qui se conduisent toutes seules. Même si encore aujourd'hui, en 2025, à part quelques projets de taxi automatisés par d'autres compagnies que Tesla d'ailleurs, c'est pas encore une technologie qui est achevée. Ça s'en vient, on est plus proche qu'on était là, mais c'était pas le cas en 2016 quand il y a eu le premier mort en Floride. Évidemment, c'était en Floride, on dirait que c'est le seul endroit où ça peut arriver. Le conducteur avait été convaincu par les propos de Tesla et de Musk en entrevue que la voiture pouvait se conduire toute seule sans problème, et ça a été démontré qu'il écoutait Harry Potter sur un ordinateur portable pendant qu'il conduisait sur l'autoroute. OK, mais en fait, puis même si c'était pas au point, c'était faisable, c'était disponible. OK, mais ça aurait même pas dû être disponible, en fait. Techniquement, eux autres se défendent en disant, c'est juste un test, vous devez avoir les mains sur le volant et tout ça, mais de l'autre côté de la bouche, Musk allait en entrevue disant, ça fonctionne, oui. Fait que le gars écoutait Harry Potter sur l'autoroute, le char a foncé dans un truck et il est décédé. Et il a jamais compris cette controverse-là. Pour lui, il dit, Autopilot sauve plus de vies qu'il en perd. Peut-être vrai, en effet, parce qu'Autopilot prendrait des meilleures décisions généralement qu'un conducteur humain. Il est tout le temps allumé, genre. Fait qu'il va freiner à ta place. Par exemple, quand il est activé. Mais il dit, tu sais, les chiffres leur montrent que la moyenne d'accidents d'Autopilot, par exemple, est plus basse que celle d'un conducteur humain. Ce qui est peut-être vrai, mais je pense que ça montre quand même son incompréhension de la nature humaine. On est plus capable d'accepter le risque qu'il vit de nous-mêmes. On n'aime pas ça être comme, je vais laisser l'ordinateur. Je vais laisser le robot faire une erreur. Oui, c'est ça. Même si nos chances sont plus élevées qu'on conduit. Tu sais, faut comprendre un peu la nature humaine on aime mieux 2 chances sur 10 qui viennent de nous qu'une chance sur 10 qui viennent d'un robot, là. Personne ne veut se faire dire que l'auto va peut-être aléatoirement les tuer, mais t'as moins de chances que c'est toi qui conduis, tu sais. Puis anyway, tout le monde lui disait que c'était pas prêt. Il s'entêtait pour vendre les mérites de son véhicule à dire que ça l'était. Là, j'imagine que Tesla a pas pu être poursuivi suite à ce décès-là parce que c'était dit que... Je me semble que oui. Je veux pas trop m'avancer, mais dans mon souvenir, c'est en effet ça que c'est passé. Mais les robots taxis, c'est une autre de manie de Musk, un peu comme la lettre X. Il insistait constamment pour que les designers de véhicules dessinent une auto sans volant ni pédale. Puis le designer des véhicules de Tesla, qui s'appelle Franz von Holzhausen, il a fini par cette année, en fait, de tout le temps se le faire demander. Fait qu'il a fait des dessins qu'il affichait aléatoirement dans son atelier pour que quand Musk passait, il ait l'impression qu'il travaillait sur le robot taxi, mais c'était pas le cas pantoute. Donc c'est ça montre le genre de boss que c'est. Et on achève le chapitre de Tesla, je ferai pas l'histoire complète encore une fois, mais je veux finir
en fait, ce chapitre avec l'information qui est peut-être la plus intéressante pour nous. Comment est-ce qu'il est devenu l'homme le plus riche de la planète? Et une grosse partie de la réponse vient de Tesla. Au début 2018, le CA de Tesla a approuvé un plan de paiement à leur PDG ambitieux, le plus ambitieux de l'histoire américaine selon Isaacson, et j'ai tendance à croire qu'il a raison, appelé le CEO Performance Award. Okay. En gros, le plan mettait plusieurs cibles ambitieuses. Il fallait entre autres que l'entreprise passe d'environ 50 milliards à 650 milliards en capitalisation boursière et qu'atteigne certains indicateurs de croissance. S'il échouait, il touchait pas une scène parce qu'il n'y a pas de salaire chez Tesla, il est payé en actions et en bonus. Mais si son plan marchait, il pouvait toucher plus de 100 milliards US juste avec ce plan de paiement pour le PDG. Donc, à titre de comparaison, 100 milliards US. Là. À titre de comparaison, Bill Gates, quand j'étais jeune, c'était l'homme le plus riche de la planète. Là. C'était comme le lieu commun de dire que Bill Gates est l'homme le plus riche de la planète. En 99, sa valeur était de 90 milliards. Okay. Fait que ce plan de paiement-là, à lui seul, était plus. Ouais. Bon, OK, avec l'inflation, c'est 150, mais quand même. C'est une des raisons, en fait, pourquoi la sécurité est si lousse dans l'usine Tesla. Pour atteindre ses objectifs, avec Tesla produisent beaucoup de voitures. Fait qu'il a enlevé plein de capteurs qui servaient à assurer la sécurité du personnel et à maintenir la qualité. Il y a des employés qui ont démissionné en disant qu'Elon Musk jouait avec la sécurité de tout le monde pour atteindre ses objectifs ridiculement ambitieux. Il a aussi joué avec le prix de l'action, ce qui a valu des démêlés Lego. Je veux juste faire une petite parenthèse là, parce que même si vous venez de vous taper des heures de podcast sur Elon Musk, je me doute que c'est pas tout le monde qui est un expert en finance. Moi non plus, d'ailleurs. Je suis juste un auteur en humour. Mais quand on parle de capitalisation boursière, en fait, c'est la valeur que le marché donne à une compagnie. En gros, si tu le sais peut-être, le Colin, mais si une compagnie a 1 million d'actions, qu'elle valent 20$ chaque, ben on estime que sa capitalisation boursière est de 20 millions. On estime que le marché pense que cette compagnie-là vaut 20 millions. Bon. Donc, si l'action monte parce que Musk a tweeté une niaiserie qui fait plaisir au marché, ben la valeur de la compagnie, techniquement, augmente. Le 7 août 2018, justement, quand il était dans ce moment où il devait impérativement augmenter la capitalisation boursière de Tesla, il a tweeté « I'm considering taking Tesla private at 420. Funding secured », ce que je traduirais par « Je songe à privatiser Tesla au coût de 420$ par action, financement assuré ». Oui, le 420$, c'était volontairement une joke de weed, oui. Parce que Elon Musk, même s'il est l'homme le plus puissant de la planète, il a le sens de l'humour d'un ado qui vient de découvrir 4chan. Mais 420$, c'était aussi plus que la valeur des actions à ce moment-là. Fait que la valeur de l'action a grimpé de 7% parce que les actionnaires se disaient, s'ils rachètent mes actions, ils vont l'acheter plus cher qu'avant. Fait que là, le monde, soudainement, voulait acheter des actions de Tesla. Ça a grimpé de 7% avant que le SEC, là, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers au Québec, interrompe les échanges. Parce que volontairement influencer le cours d'une action, manipuler le marché, ben c'est pas légal. Tu sais, si je suis le PDG d'une compagnie, par exemple, je peux pas tweeter « Oh my God, on va faire faillite pour faire baisser le prix de l'action, en acheter plein, puis après faire « Non, finalement, on est correct, puis être comme « Ah, mais mes actions ont monté, je suis riche. » C'est pas légal. Il a été poursuivi par la SEC parce que, voilà, c'était potentiellement une manipulation du marché. Et parce que c'était pas vrai, en fait, qu'il avait obtenu le financement nécessaire pour racheter, pour privatiser Tesla. T'sais. Fait qu'il aurait pu, techniquement, il aurait pu le tweeter si ça avait été vrai. Ou pas non plus de toute façon. Faut non, juste parce pas que tu parles de ton entreprise parce que ça reste là. Tu peux pas l'annoncer avant que la décision soit vraiment prise. Si c'était vrai qu'il allait déposer une offre le lendemain, par exemple, ça a été une chose. Mais le fait qu'il n'y avait pas le financement et tout ça, ben là, c'était juste la manipulation du marché. T'sais. Fait qu'il a fini par faire un deal avec le SEC. Il a eu le droit de rester PDG, mais il devait quitter son poste de président du CA. D'ailleurs, le même CA qui venait de lui offrir le plan de compensation le plus ambitieux de l'histoire. Il était encore président du CA. OK, ben oui, c'est ça. Fait que le CA lui a voté payait lui-même, le plan le plus ambitieux de l'histoire. Il a dû payer une amende de 40 millions, puis à partir de là, il fallait qu'il fasse approuver ses tweets par le reste de l'équipe de Tesla avant d'appuyer sur Send. Et 4 mois plus tard, il a donné une entrevue télé, puis il a dit en pleurant qu'il respectait pas le SEC. Parce qu'il l'a pris pour un affront. Et d'ailleurs, juste une autre information comme ça que je sors de nulle part, en ce moment, Musk et Trump sont en train d'attaquer le SEC et de démanteler une bonne partie de ses structures. Donc, anyway, il a atteint ses objectifs, notamment le fameux 150 milliards, mais ça n'a pas été sans créer de problème. Il y a Richard Tornetta, un actionnaire qui a intenté une poursuite en 2019 en disant que Musk s'était ingéré dans les décisions du CA. No shit. Et un juge du Delaware lui a donné raison en 2024. Le juge a dit que c'est une compensation exagérée, c'est 6 fois plus que les 200 cadres les mieux payés réunis et que c'est beaucoup pour un PDG à temps partiel. Oui, c'est vraiment pas faux. OK. Il a fallu qu'il rende 56 milliards de sa compensation, mais il a lancé un appel en mars 2025 et j'ai complètement confiance pour la suite parce que c'est rare que les milliardaires s'en sortent sans conséquence, surtout aux États-Unis. Donc, je pense que ça va bien aller. Et
Pour clore le tout, je vais faire une dernière petite parenthèse sur le véhicule de l'heure, le Cybertruck. As-tu déjà vu un Cybertruck en vrai? Oui, j'en ai vu, ça fait 3-4 que je vois là à Montréal. Ouais. C'est tellement laid, c'est beau, malade. C'est super laid, mais oui. On dirait un gros frigo, en tout cas. Mais ça, puis le fait que dernièrement, il y a plein de Cybertruck qui étaient rappelés parce que les bumpers tombaient parce qu'ils avaient juste été collés avec la colle. Oui. C'est malade. Donc, c'est un char affreux avec beaucoup de problèmes et tu seras heureux d'apprendre que c'est vraiment le bébé d'Elon Musk. Il y a l'ADN de Musk dans toutes les Tesla, je dirais, mais là, c'est vraiment son bébé. Ça a commencé en 2017, en fait. Le designer Franz von Holzhausen et Musk ont décidé que le prochain projet serait un pick-up électrique. Donc, ils ont regardé plusieurs sortes. Ils ont pensé entre autres au El Camino, qui était une espèce de mélange de voiture pick-up et tout ça. Et le concept, ils disaient qu'en faisant la carrosserie en acier inoxydable, elle pourrait porter la structure du véhicule en elle-même. Une espèce d'exosquelette. Tu sais comment c'est fait Après, j'explique les voitures, faut prendre tout ça avec des pincettes. Oui, d'habitude, la carrosserie, c'est vraiment juste de la tôle mis par-dessus. Par-dessus, mais il y a une structure en dessous, des barres de fer qui vont tenir les pièces et tout ça. Là, ils disaient, si on fait la carrosserie autour, le châssis en acier inoxydable, c'est ça qui va supporter le poids de la voiture, une espèce d'exosquelette, un peu comme un insecte, en fait. Mais ça avait aussi l'inconvénient ou pas, selon tes goûts, que l'utilisation de l'acier, ça favorisait des angles plus droits. Mais pas à ce point-là, mais quand même. C'était pas obligé d'être aussi carré. Pas d'être obligé carré, mais ça allait l'être plus qu'un char qu'on est habitué de voir. Puis les références que Musk n'arrêtait pas d'amener à von Holzhausen, c'était des références de science-fiction et de jeux vidéo. Entre autres, les tanks dans Halo et les chars dans Cyberpunk 2077 et dans Blade Runner. OK, mais ça feel vraiment comme il a donné des références de jeux vidéo, mais de Nintendo 64, en fait, parce que ça a vraiment de l'air de pas au niveau visuel, justement. Il y a plein de polygones. Puis, je te dirais, puis là, je te montre une photo en personne, Colin, mais si vous nous écoutez, je vous invite à aller voir. Ça ressemble beaucoup, je trouve, au tank Wolverine dans Halo. Ouais, si t'enlèves les gros canons sur le dessus, là, puis les chenilles en arrière, on dirait vraiment un Cybertruck. C'est vrai. Fait que voilà, j'invite à googler le Wolverine dans Halo. Vous allez reconnaître une V1 de Cybertruck avec un lance-missile en plus. Et qu'est-ce qui l'a poussé à opter pour un design aussi futuriste? C'est que son fils Saxon, le fils dont on a parlé plus tôt, qui est autiste et qui disait que mon père ruine Twitter, il avait dit pourquoi le futur a pas l'air du futur. Et ça avait marqué Elon. Donc, il y a eu de la résistance à l'interne quand l'équipe a vu le design qu'Elon avait choisi. Sa réponse a été « Je m'en fous si personne la jette. On fait pas un camion traditionnel. On pourra en faire un plus tard. Je veux quelque chose de cool. Like, don't resist me. » Donc, la leçon de Cybertruck, c'est que 1, il est laid par design, et 2, en achetant pas de Cybertruck, vous respectez les vœux d'Elon Musk. Alors, ce qu'il voulait. Continuez à ne pas en acheter. C'est la fin pour Tesla. C'est ce que j'avais à raconter aujourd'hui. OK. Est-ce que tu l'haïs plus encore qu'avant? Je l'haïs plus encore. Puis je trouve que Tesla a de l'air beaucoup plus mal géré que SpaceX. Tu sais, SpaceX avait quand même des bonnes réussites, mais Tesla, il a vraiment de l'air de juste se mettre les pieds dans les plats à chaque occasion. Là. Je pense que Tesla, pour lui, c'est un peu son image de marque, plus que SpaceX. Puis je pense que c'est pour ça qu'il s'en mêle autant que ça. Ouais. J'ai l'impression que pour les gens, Tesla, c'est Elon Musk plus directement encore que SpaceX. Oui, je pense aussi. Mais on a-tu une idée un peu comment il sépare son temps entre les deux entreprises? Hein? Non, ça semble complètement aléatoire. Je pense pas qu'il y a une stratégie. Ce que je peux dire, c'est que l'action de Tesla arrête pas de baisser. Donc, le boycott semble un peu fonctionner. Moi, que je pensais, par exemple, il disait que les ventes en Amérique du Nord, depuis le début de l'année, ont baissé de comme 13%, ce qui est beaucoup, mais qui est moins que je pensais. J'aurais pensé que c'était plus que ça. Je sais pas. Moi, dernièrement, j'en remarque sans arrêt Tesla, mais c'est juste un effet de... Oui, c'est ça. Tu y portes plus attention. Mais oui, j'en vois partout, là, vraiment. Voilà, donc c'était ça pour Tesla. Et écoute, il y a un gros mandat qui nous attend parce que au prochain épisode, et peut-être même les 2 prochains épisodes, on va parler de Twitter. Yes. Merci d'avoir écouté l'épisode de Manger les riches. C'est un épisode qui est commandité par Lux Éditeur. Oui, donc Lux Éditeur, une maison d'édition que vous connaissez peut-être, qui publie des essais à caractère progressiste. Alors, je vous encourage à aller lire leurs livres et je vous recommande particulièrement La Société de provocation de Dalia Namian, qui est un excellent complément, je pense, à Manger les riches. Aujourd'hui, on enregistre chez vous, je vais pouvoir le prendre d'ailleurs. Oui. Tu vas pouvoir me le prêter. Et si vous voulez nous soutenir, j'aime mieux dire soutenir que supporter parce que sinon... C'est un anglicisme, je pense. Puis ça sonne
vraiment lourd de supporter. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous donner de l'argent sur quoi, Pierre-Luc? Ko-fi, ça s'appelle Ko-fi, donc ko-fi.com/manger les riches. Et vous pouvez nous laisser un pourboire à votre guise, c'est très apprécié. On aimerait nous aussi devenir aussi riches qu'Elon Musk, donc on compte sur vous. Ça va prendre beaucoup de pourboires. Sinon, gratuitement, vous pouvez aussi, si vous appréciez le podcast, vous pouvez donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Pour vrai, ça aide beaucoup dans le recensement, dans le référencement des podcasts. Donc, merci de le faire. Vous pouvez même vous abonner sur YouTube Music si vous faites partie des 3 personnes, dont moi, qui se servent de YouTube Music. Donc, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, merci à Lux Éditeur.